Merci beaucoup, Monsieur René Marot, d'avoir accepté notre invitation pour échanger avec vous à propos des sujets d'expertise pour lesquels vous êtes médiatisé, c'est-à-dire la question écologique, la philosophie des sciences et l'astrophysique. Je vous laisse peut-être vous présenter vous-même si vous le souhaitez. Oh bah écoute, je crois que tu as dit l'essentiel, voilà. Je fais un peu de philosophie, un petit peu de physique et je m'intéresse à l'écologie, je crois que ça suffira. Merci. Très bien. Donc sur les sujets d'écologie, premièrement, il y a une anxiété qui est évoquée en conséquence des larges problèmes qui sont à venir et qui sont déjà en cours. Vous rappelez souvent que c'est une anxiété qui est tout à fait légitime, voire qui ne prend pas en compte toute l'ampleur parfois du problème de l'effondrement écologique. Est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi, selon vous? Oui, je pense que c'est un point important. Soyons honnêtes, hein, on s'endort parfois le soir avec une petite boule d'angoisse dans le ventre parce qu'on s'est disputé avec un collègue, parce qu'on a fait mauvaise impression auprès d'un professeur ou d'un supérieur, parce qu'on a trop mangé, parce qu'on a remarqué quelques éléments disgracieux sur nos corps, parce qu'on doit payer des charges qui n'étaient pas prévues, parce qu'on a perdu son temps avec quelques aberrations gestionnaires, et ainsi de suite. Soit, tout cela est légitime. Mais en parallèle, nous avons éradiqué les 2 tiers des insectes, les 2 tiers des poissons, les 2 tiers des mammifères, les 2 tiers des arbres. Les spécialistes évoquent aujourd'hui une situation d'anéantissement biologique global. Ça, c'est une situation sans précédent, hein, qu'une espèce inflige cela à tant d'autres dans les 4 milliards d'années d'évolution de la vie sur Terre. Chaque année, en Europe, 800 000 personnes meurent prématurément de la pollution. On estime que dans, disons, 3 décennies environ, il y aura plusieurs centaines de millions de réfugiés climatiques, c'est-à-dire la guerre. Ça, ce n'est pas faire preuve de catastrophisme, hein, c'est l'analyse, disons, géostratégique la plus élémentaire. Alors oui, je crois que si nos anxiétés devaient être proportionnelles à la criticité des situations, l'éco-anxiété devrait être extraordinairement plus importante dans nos vies. Nous ne ressentons pas à la mesure du péril. Alors, pourquoi dans cette situation, il m'arrive de parler de fin du monde? Parce que c'est vrai, en un sens philosophique, d'une part, hein, vous savez que mundus en latin, comme cosmos en grec, réfère à une harmonie, à une convenance raisonnable, qui est évidemment perdue. Mais aussi en un sens, je dirais, plus trivialement matériel. Comment voulez-vous que la destruction des conditions d'habitabilité de cette planète ne soit pas la fin du monde? Si ce mot a un sens, quel autre sens que celui-là pourrait-il avoir? Quel pourrait être le contre-argument? Alors peut-être que ce n'est pas très grave parce que quelques ultra-riches vont s'en sortir, comme dans le délicieux film Don't Look Up, que je vous invite d'ailleurs à regarder, parce que derrière l'exagération apparente, il est en fait très fin, très juste et très subtil sur le règne du futile et le pouvoir des médiocres. Mais enfin, du point de vue éthique comme épistémique, c'est quand même une pensée démentielle. Comment pourrait-on sérieusement envisager une ligne de consolation de cette sorte sans rougir? Très bien. Et le souci là, que vous avez en particulier, qui est évoqué dans le film Don't Look Up, de pouvoir au médiocre, il existe certes, mais il y a aussi une nécessité d'acceptation par tous, ou la majorité au moins, de mesures qui permettent d'endiguer cette fin du monde, cette catastrophe écologique. Et si on tente un parallèle avec la situation de pandémie, où quelques légers sacrifices comme la vaccination, avoir mal au bras quelques jours après être vacciné, ou bon, pour certains c'est sans doute plus que ça, mais suscite
une réaction forte. Est-ce que, par contre, pour contrer un problème qui est concret et réel et qu'on voit tous, euh, est-ce que malgré ça, on peut quand même imaginer une capacité à accepter des sacrifices, des efforts beaucoup plus importants euh, pour, euh, pour les questions écologiques? Oui, je suis d'accord avec vous. Hein. Voir aujourd'hui les anti-masques et les anti-vax se poser en contestataires du système est assez triste, en fait. Parce que je crois qu'ils sont en réalité, pour l'essentiel, des exemples plutôt caricaturaux de cette arrogance, disons, de l'occidental banal, qui pense que tout lui est dû, que tout lui revient, que le moindre effort pour le commun n'a aucun sens ou surtout ne le concerne pas. Je crois qu'ils illustrent en fait à merveille la faillite absolue, pourrait-on dire, que constitue le fait d'avoir fait de la liberté individuelle l'alpha et l'oméga de toute forme de pensée politique. Et je ne parle pas ici d'ailleurs d'une belle liberté qui serait créative, subversive, déconstructrice. Je parle de cette liberté un peu sale d'enfants gâtés, drogués au consumérisme, à outrance et à l'exhibition de la pratique de soi, qui pensent que le droit de voyager en avion illimité,ment ou de ne pas se protéger, de ne pas protéger les autres contre ses propres pathologies, prime sur toute vision sociétale et globale. Alors, cela dit, pour nuancer un peu ce que je viens de dire, il faut quand même, je crois aussi, analyser cela comme des gestes de rébellion de ceux à qui tout est refusé et qui répondent ici que le commun ne les concerne plus parce que nous le leur avons refusé. Il est beaucoup plus simple et plus naturel de craindre un bouleversement majeur, fût-il sanitaire, et de s'atteler à ce que l'essentiel reste en place quand on occupe une position déjà privilégiée dans l'architecture économique et culturelle, comme toujours, pourrait-on dire. Donc, gardons-nous quand même ici de trop de moqueries, parce que même si je ne cautionne pas du tout, vous l'avez compris, il y a une dimension symbolique quand même qui dépasse l'aberration médicale, et on ne peut pas l'ignorer non plus. Pour le dire simplement, il est aisé de s'indigner de l'absence de coopération des autres quand on profite déjà beaucoup des autres. Cela dit, en effet, je partage votre constat. Je veux dire, même dans une situation exceptionnelle, celle de l'épidémie Covid-19, nous nous sommes montrés incapables du moindre pas de côté. Les logements vacants ont-ils été réquisitionnés? Non. Les revenus de ceux qui n'étaient pas impactés par la crise ont-ils été partagés avec ceux qui étaient directement touchés? Non. Les effrayantes et effarantes portes automatiques, vous savez, qui empêchent maintenant d'accéder librement aux trains dans les gares, ont-elles été ouvertes pour éviter les attroupements? Non. Donc, même les très petites choses, en réalité, n'ont pas été infléchies. Moi, je crois que ce que cela montre, en réalité, c'est que notre manque d'imagination est pathétique. Alors, pour ce qui est des gros efforts que vous évoquez, je voudrais simplement dire deux choses pour recadrer peut-être le débat. D'une part, oui, c'est vrai, les efforts à faire sont immenses si nos cadres d'évaluation ne changent pas. En termes, par exemple, de diminution des émissions de gaz à effet de serre, il faudrait à peu près un Covid de type confinement par an chaque année pour tenir les accords de Paris, chacun s'empilant sur l'autre. C'est-à-dire que chaque année, on doit faire un effort de cet ordre-là par rapport à l'année d'avant, qui était elle-même un effort par rapport à l'année d'avant, et ainsi de suite. Et donc, on voit que c'est considérable, au contraire de ce qui se passe en ce moment. Mais d'un autre point de vue, c'est peut-être la petite touche d'espoir. Si on considère que lire un livre en discutant avec ses voisins, interrompu par les chants d'oiseaux, ce n'est peut-être finalement pas plus mal que d'attendre le bus en parcourant son mur Facebook et sa galerie Instagram bercée par les notifications Snap et Twitch à proximité d'une poubelle connectée. À ce moment-là, l'effort à fournir est nul. Il suffit en fait de jouir des véritables enchantements. Donc, soyons circonspects avec cette idée de se serrer la ceinture. Peut-être qu'en réalité, il suffit de mettre la ceinture autre part. Oui, merci. C'est quelque chose que vous évoquez, en effet, régulièrement, ce changement de paradigme, en effet, et en rappelant souvent que le rôle du scientifique est important, mais celui de l'artiste est majeur également dans ce changement
de manière de voir le confort, le bonheur. Vous pourriez expliquer dans quelle mesure, s'il vous plaît? Oui, parce que je profite de votre question pour rappeler que le climat n'est qu'un petit aspect du problème, hein. Même sur le moindre degré d'élévation de température, nous serions quand même dans la 6e extinction massive de la vie sur Terre. Finalement, sauver le climat sans revoir totalement nos valeurs et notre manière d'habiter l'espace n'aurait aucun intérêt. Je donne un exemple sur ce point pour être parfaitement clair. Et peut-être pour vous qui êtes ingénieur, avec tout ce que cela a de prestigieux, mais aussi tout ce que cela a de dangereux, je voudrais dire que disposer d'une source d'énergie, disons, presque inépuisable et essentiellement propre, pensez par exemple à la fusion nucléaire, je crois que ce serait la pire catastrophe possible. Ça serait vraiment le coup de grâce. Pourquoi? Parce que le véritable problème, il ne réside pas dans l'origine de l'énergie, il réside dans ce que nous faisons de l'énergie. L'énergie, aujourd'hui, est en grande partie utilisée pour détruire, comme je le disais en introduction, les conditions d'habitabilité de cette planète. Que la forêt soit rasée avec une énergie propre ou avec une énergie sale est finalement secondaire si, in fine, elle est rasée. Tant que nous considérerons que la construction d'un parking de supermarché en lieu et place d'un espace gorgé de vie est un progrès, le bilan carbone et donc ce qui pourrait être amélioré par des techniques ingénieriques n'aura finalement aucune importance. Donc oui, je crois que l'art a un rôle à jouer. Pourquoi? Non pas au titre, n'est-ce pas, de divertissement ou de distraction, hein, ça Nietzsche et Ionesco le mentionnaient déjà, mais en tant que machine de guerre totale contre l'univocité du sens. Il ne s'agit pas, je crois, de comprendre ou de commenter le réel. Il s'agit de produire du réel. C'est beaucoup plus important, c'est beaucoup plus fondamental. Ce qui tue aujourd'hui avant tout, c'est notre manque d'imagination, notre enlisement dans l'inertie. Et je crois, en ce sens, effectivement, on a beaucoup plus besoin d'artistes que d'ingénieurs. Je le dis par taquinerie, hein, vous êtes vous-même ingénieur, je ne cherche pas du tout à vous dénigrer, n'est-ce pas? On est là dans une discussion amicale. Et je suis moi-même ingénieur de formation d'ailleurs. Mais je crois que c'est important quand même qu'on se remette en cause, vous voyez? Parce que face au désastre, notre problème n'est pas technique. On s'en fout des astuces. Il est axiologique et ontologique. Or, l'art, la littérature, la poésie, ce sont des armes de précision. Et je pense qu'en les dégainant, on ne manquera pas, bien sûr, de faire crier au scandale et à la trahison un certain nombre de milieux réactionnaires. Mais moi, je crois qu'en fait, il est temps de trahir. Voilà. Pas de trahir la parole donnée, l'amitié promise, ça, bien sûr, c'est inqualifiable, mais de trahir l'héritage qui interdit d'envisager l'ailleurs. Et pour ça, l'art est extraordinairement important. Vous voyez, chacun veut agir pour la planète. Et sans doute, puisque vous m'avez invité, vous le souhaitez, vous aussi. Bravo, sincèrement, hein, et sans ironie, sans cynisme. On veut participer à la grande guerre contre la mort. On veut faire son dû face au cataclysme avéré. Le problème, c'est que l'action, je crois, la plus importante et la plus efficace, c'est de penser, mais vous savez, sur le mode GB années 70, on arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste. J'adore cette phrase. Voilà ce qui importe aujourd'hui, de redéfinir les étangs, d'envisager la relation comme première. Et je crois que bien plus que dans d'éventuelles contributions techniques, c'est ici que la science fondamentale, parce que je ne la dénigre pas, hein, comme vous, je l'aime, peut, au même titre que l'art et la poésie, jouer un rôle majeur dans le plus grand défi de notre histoire, en contribuant modestement, à sa mesure, non pas à inventer des téléphones qui consomment un peu moins, vous savez très bien que l'effet rebond fera une hausse d'usage qui compensera immédiatement la hausse d'efficacité, donc intérêt nul, mais plutôt en proposant une autre manière d'appréhender le monde. Parce que je crois que seule une ontologie renouvelée peut ouvrir, disons, la brèche ou la faille qui autoriserait le réarrangement ou le réagencement axiologique salvateur. Ouais, et pour continuer là-dessus, en effet, sur le rôle du chercheur fondamental, par exemple, parce qu'il y a la question des ressources qui concernent tout le monde et de l'énergie, des chercheurs fondamentaux aussi. Par exemple, vous évoquiez la fusion nucléaire, le projet ITER en 2028, je crois, sera
mis en pause pendant 18 mois pour permettre à des chercheurs en physique des plasmas d'utiliser le tokamak pour faire leurs expériences. Donc ça, c'est de la physique fondamentale qu'utilise de l'industrie dans tout ce qui est, on va dire, que vous critiquez notamment la mise au pas de la nature, on va dire, par la technique. Est-ce que c'est aussi du coup une redéfinition du rôle du chercheur en sciences fondamentales ou dans d'autres domaines? Redéfinition, vraisemblablement oui. C'est plutôt un beau rôle, c'est plutôt une chance, n'est-ce pas, d'habiter à une époque où ceci est indispensable. Bon, ne soyons pas, bien sûr, naïfs. Personne, et certainement pas moi, ne souhaite revenir à l'âge de pierre. Vivre, c'est interagir avec son environnement et donc parfois l'impacter. Bon, très bien. Il n'est pas question de s'interdire la curiosité et la science, surtout pas. La physique théorique, bon, excusez-moi, je plaide un instant pour ma chapelle, par exemple, ne pose aucun problème. En ce qui concerne la physique expérimentale, oui, osons le dire, il n'est pas impossible qu'il faille en effet faire des choix, se restreindre. Tout n'est pas compatible avec tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ainsi va le monde. Ce n'est pas ma faute, écrivait Valmont chez Laclos. C'est comme ça. Nous faisons déjà des choix au niveau de la science fondamentale sous contrainte économique. Il me semble que la contrainte écologique est plutôt plus légitime, honnêtement, hein, bien qu'étant moi-même proche de la physique des particules, par exemple, que j'aime énormément. C'était initialement le domaine dans lequel j'ai étudié. Je ne sais pas s'il est raisonnable de se projeter dans un accélérateur ultra géant, ultra coûteux, ultra polluant. Je crois que la question devrait être posée, parce que nous vivons dans un monde à ressources finies, mais aussi parce que ces contraintes peuvent nous aider à être plus intelligents, plus fins, plus ingénieux. Vous savez, en art, c'est bien connu ça. Hein. Les artistes disent toujours qu'ils ont besoin de contraintes pour créer. Eh bien, c'est vrai aussi pour les scientifiques. Par exemple, savez-vous que nous sommes en permanence bombardés de particules cosmiques qui ont des énergies beaucoup plus importantes que ce qu'on fera jamais dans aucun accélérateur et qui sont gratuites. Elles sont là automatiquement, n'est-ce pas? Elles viennent des explosions de supernovae. Pour le moment, nous n'avons pas trouvé comment les utiliser. Je n'ai personnellement d'ailleurs aucune idée en ce sens. Mais vous voyez, il y a tant de voies à explorer. J'aime quand même l'idée que finalement, ce ne soit pas un échec, mais plutôt une incitation et une invitation à de nouvelles explorations. Merci beaucoup. Ouais, peut peut-être conclure sur cette partie sur les questions d'écologie en quand même revenant sur les questions un peu plus, alors pas techniques, mais on va dire scientifiques aussi, d'information notamment, où quand on vous entend, vous évoquez, voilà, vous évoquez de manière assez chiffrée et fondée le bilan écologique de la période industrielle et ensuite, enfin, à partir de l'humanité depuis le 19e siècle, on va dire. Par quels moyens vous arrivez à vous informer de manière sûre et, ouais, sûre et efficace, on va dire? Bon, d'abord, peut-être, si je peux répondre de façon un peu globale et au-delà de mon cas particulier, je dirais que pour ne pas être au courant de la catastrophe aujourd'hui, il faut quand même le faire exprès. Hein. Il faut y mettre de la mauvaise foi. La plupart des grands médias sérieux, pas, Le Monde, The Guardian, etc., rendent quand même assez correctement compte de ce qui advient, même si, en ce qui me concerne, je questionnerai encore parfois la hiérarchie des articles et des unes. Si vous voulez un exemple concret, je trouve par exemple que la section Planète du forum, enfin du magazine en ligne, disons, mais gratuit, Futura Science, est plutôt bonne. Voilà, elle est plutôt bonne, plutôt bien faite, plutôt fiable, même s'il faut reconnaître quand même que la dissonance cognitive bat son plein, hein, parce que la section Tech du même site Futura Science est une espèce d'apologie délirante du techno-nihilisme qui contribue très exactement à ce qui est dénoncé dans la section Planète. Mais bon, ça, c'est un problème qu'on connaît tous. D'ailleurs, et en passant, la section sciences fondamentales de ce site, en particulier en physique, gérée par mon ami Laurent Sacco, est très bonne également. Hein.
Donc voilà, ce n'est pas très dur d'accéder à l'information. Pour l'image globale, sincèrement, je crois que ça suffit. Si après, on veut en savoir plus, on veut vraiment devenir expert, se documenter sur une information particulière, alors là, bien sûr, il faut remonter à la source. Vous êtes des scientifiques, je ne vous apprends rien. Mais par chance, les articles de biologie et de climatologie sont un peu plus faciles à lire, au moins si on s'en tient aux conclusions, j'entends, que les articles de physique théorique pour les non-spécialistes. Donc, on comprend quand même ce qui est dit, même si on ne comprend pas, bien sûr, sans être un professionnel du domaine, l'ensemble de la méthodologie. Bon, en ce qui me concerne, mais ça ne regarde que moi, j'ai la chance d'avoir des collègues amis dans ce domaine qui généralement m'envoient directement les articles. Mais sincèrement, dans notre société de surinformation, ce n'est pas très difficile d'avoir accès à des travaux de recherche de qualité, souvent vulgarisés, parfois de façon très correcte, si on cherche à obtenir l'information. Merci beaucoup. Je me laisserai Adrien poser ces questions aussi. Je profite juste d'avoir un peu la parole pour inviter les spectateurs à écrire les questions qui se posent dans la partie questions-réponses dans la barre en bas du Zoom. Et donc, vous aurez 45 minutes dans un peu plus de 20 minutes pour pouvoir poser vos questions. Adrien, je te laisse. Ouais. Maintenant, on va passer un peu sur la partie activité professionnelle. Donc, vous êtes titulaire d'un doctorat en philosophie. Est-ce que rapidement, vous pourriez nous expliquer quel est l'objet de votre thèse, quel était l'objet de votre thèse et en quoi vous avez travaillé? Non. Pardon, c'est une réponse provocatrice, mais parce qu'en même temps, si j'y ai passé 5 ans tous les soirs et week-ends et que j'ai écrit 500 pages, bah, je crois que c'est parce qu'en fait, on ne peut pas le dire rapidement. Sinon, ça n'aurait eu aucun sens de faire tout ça. Écoutez, il s'agissait d'interroger une sorte de dynamique du désordre et du multiple en croisant, en hybridant les pensées de Jacques Derrida d'une part, qui est un philosophe post-structuraliste continental, et de Nelson Goodman d'autre part, qui est un philosophe analytique anglo-saxon. Mais j'aime assez l'idée que tout ne puisse pas être résumé en 3 phrases. Voilà. Très bien. Et alors, pour revenir un peu plus du coup sur cette partie recherche en philosophie, parce que vous êtes à la fois, donc on l'a dit, chercheur en astrophysique, vous avez consacré beaucoup de temps à travers votre vie, mais donc également chercheur en philosophie. Et autant la recherche en astrophysique, on peut assez facilement se l'imaginer quand on n'en fait pas. On se dit, vous obtenez des informations sur des objets dans l'univers, vous confirmez ou infirmez des modèles théoriques, etc. Mais qu'est-ce qu'on recherche quand on fait de la recherche en philosophie et comment est-ce que au moment de votre soutenance de thèse, vos examinateurs sont capables de dire si vous avez, oui ou non, bien cherché? Oui, c'est une question intéressante. Je pense qu'elle est un peu biaisée quand même par votre propre accointance avec la science. Je ne suis pas sûr que pour le commun des mortels, ce soit plus compliqué d'imaginer un travail en philosophie qu'en astrophysique. Mais cela dit, c'est à vous que je parle, donc c'est à vous que je réponds. Écoutez, j'ai envie de dire qu'il y a 2 philosophies, en simplifiant à l'extrême, celle de Kant, de Leibniz, de Hegel d'une part, c'est-à-dire celle des grands systèmes du monde. Elle est imposante, intimidante. Et puis d'autre part, il y a celle de Protagoras, de Nietzsche, de Derrida. Ça, c'est la pensée qui fait vaciller les systèmes. Bon, je confesse que j'ai une préférence pour la seconde et pour son attrait pour l'infime, pour l'inévident, pour le dérisoire, pour la faille, pour la pierre d'achoppement, pour l'instable, en quelque sorte. Voilà. Donc moi, ce qui m'a intéressé en philosophie, ce n'est pas tellement l'analyse pointilleuse et systématique du réel ou du langage. Je crois que la science est plus efficace pour ça. C'est plutôt sa capacité à faire tituber le réel, c'est-à-dire à ouvrir des brèches dans nos architectoniques trop imposantes ou trop arrogantes. Alors, si vous voulez un détail qui relève de l'anecdote pour la soutenance de thèse, j'avoue que je n'avais jamais été à une thèse de philo avant d'aller à la mienne, et j'ai été un peu étonné, parce que je pratique comme vous les thèses de sciences tout le temps, en tant que membre du jury, et donc une thèse de sciences, vous exposez vos travaux pendant 1 heure, vous avez 1 heure de questions, et c'est fini. Alors, une thèse de philosophie, vous avez écrit 600 pages, mais vous allez exposer vos travaux pendant 1/4 d'heure, et après, vous avez 4 heures de questions. Donc, c'est un exercice qui est un peu compliqué. J'ai un peu transpiré, pour être honnête, mais ça, je crois que ça n'intéresse que moi et ma famille. Ce n'est pas tellement fondamental. Merci. Et donc, maintenant, pour aller plus en détail sur la partie astrophysique de votre métier, puisque vous avez compris que c'est là-dessus qu'on est plus compétent qu'en philosophie,
Donc, vous travaillez actuellement sur la gravitation quantique. En tout cas, c'est ce qu'on a lu sur Internet. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi ça consiste, cette théorie, et en quoi ce modèle, parce que ce modèle est là pour essayer d'unifier la physique quantique avec la relativité générale, et en quoi ce modèle-là, plus qu'un autre, permettrait cette unification, et quelles sont ses limites actuelles? À titre de plaisanterie, je commencerai en vous répondant qu'il faut faire attention à ce qu'on lit sur Internet, parce qu'en ce moment, c'est quand même en train de devenir le non-lieu, n'est-ce pas, de la pensée, quoi. Voilà, l'exhibition de la malveillance, de la calomnie et puis de la bassesse. Et voilà, et je pense qu'il est quand même urgent de se distancier de tout ça. Mais en l'occurrence, ce que vous avez lu est juste. Donc je vous réponds avec grand plaisir. Bon, vous savez que la physique quantique, c'est notre meilleure description de la matière. Je pense que vous le savez tous, sauf peut-être ceux qui sont en première année, je ne sais pas, qui n'ont pas encore fait beaucoup de ce genre de choses. Bon, vous la connaissez bien, hein, pour la plupart d'entre vous. Qu'est-ce qu'on apprend en physique quantique? Essentiellement que beaucoup de grandeurs deviennent discrètes, discontinues, que les prédictions doivent renoncer au confort du déterminisme au profit d'une vision stochastique, probabiliste, et puis qu'un certain nombre d'observations sont non commutatives. Voilà, que les choses dépendent de l'ordre dans lequel elles sont menées. D'ailleurs, en aparté, je vous invite à lire les travaux récents de Carlo Rovelli, le grand et génial physicien de la gravité quantique, lui aussi, récent du point de vue vulgarisé, mais ancien du point de vue de la recherche fondamentale, sur une nouvelle interprétation de la mécanique quantique qui est extraordinairement intéressante. À mon avis, c'est une révolution, hein, parce que ce que propose Rovelli, c'est qu'en fait, les propriétés des corps n'existent pas à tout instant. Elles n'existent que lors des interactions, et en fait, elles n'existent que relativement aux interactions entre deux systèmes. Donc, pour ceux d'entre vous qui sont déjà familiers, c'est une manière de déconstruire en fait l'ontologie de la fonction d'onde au profit d'une vision, disons, matricielle à la Heisenberg. Tout cela fonctionne très bien. Et puis, en parallèle de la mécanique quantique, on a notre grande théorie de l'espace-temps, que peut-être vous connaissez moins bien parce qu'elle est moins étudiée en école d'ingénieur, c'est la relativité générale. Donc, que nous montre la théorie d'Einstein? Bien, essentiellement que l'espace se distend et se distord eu égard à la présence des corps, et que l'espace est une entité dynamique. L'expansion de l'univers, ce n'est pas un mouvement des galaxies dans l'espace, c'est la dilatation de l'espace lui-même. Donc, on a ces deux grandes théories qui marchent extraordinairement bien, qui sont vérifiées chaque jour, qui sont prédictives et mathématiquement cohérentes. Et donc, il est nécessaire de les concilier, parce que beaucoup de situations physiques font appel à ces deux théories simultanément. Vous lâchez votre stylo, là, ça fait appel à ces deux théories. La chute du stylo est décrite par la gravité, le rebond du stylo est décrit par la mécanique quantique. Donc, je fais appel aux deux théories simultanément. Et si on veut le faire de façon fondamentale, pas seulement de manière effective et un peu hybride, comme dans l'expérience que je viens de décrire, il faut une théorie qui donc quantifie la gravitation, une théorie de relativité générale quantique. Et ça, il se trouve que c'est très compliqué. Alors, il y a des raisons techniques avec lesquelles je ne vous embête pas, ce qu'on appelle en particulier la non-renormalisabilité. Il faudrait fixer une infinité de paramètres quand on suit les approches standards, mais il y a des raisons plus conceptuelles aussi que vous allez comprendre tout de suite. Par exemple, le rôle du temps. Vous savez qu'en mécanique quantique, le temps a un rôle spécifique. L'espace, quand vous quantifiez, vous remplacez x par un opérateur, mais vous ne remplacez pas t par un opérateur. Il y a vraiment une distinction fondamentale entre la variable x et la variable t en mécanique quantique. Alors qu'en relativité, c'est pareil, le temps et l'espace. Vous faites un boost, même en relativité restreinte, hein. Vous faites une transformation de Lorentz, vous changez du temps en espace et de l'espace en temps. Alors comment l'espace et le temps pourraient-ils être à la fois la même chose et ne pas être du tout la même chose? Donc, pour toutes ces raisons, on a beaucoup de mal à inventer cette théorie de gravité quantique. Il y a la théorie des cordes, qui est une tentative paradigmatique extrêmement intéressante, mais aussi extrêmement coûteuse en hypothèse révolutionnaire et radicale. Et puis, il y a la gravitation quantique à boucle, dont je suis personnellement plus proche, qui est une approche que je dirais plus modeste, et qui tente de concilier les grands principes de ces deux théories sans en revoir les fondements. Mais dans les deux cas, il est très difficile de mener des prédictions qui peuvent être testées expérimentalement. Et c'est la raison pour laquelle, depuis un siècle, ce problème demeure une question ouverte de physique théorique. Très bien, merci beaucoup.
Maintenant, pour passer à l'objet de votre thèse en astrophysique, qui est donc, si Internet a raison, sur l'astrophysique gamma de très haute énergie, vous avez étudié un noyau de galaxie actif, donc un objet qui est très lointain, qui est même en dehors de notre galaxie. Comment est-ce qu'on fait pour étudier des objets aussi lointains et quelle quantité d'informations on arrive à déduire? Donc là, je suppose que vous, c'était en astrophysique gamma, enfin en étudiant les rayons gamma. Quelle quantité d'informations on arrive à déduire de simples rayons gamma qu'on observe sur Terre? Oui, finalement, le fait que l'objet soit très loin, d'abord, tout est relatif. Hein. Maintenant que je suis cosmologiste, je trouve qu'il n'est pas loin du tout, en fait, parce que son redshift était inférieur à 0,1. Donc, c'est loin à l'échelle du système solaire. Par rapport à la taille de l'univers, en fait, c'est un proche voisin, ce quasar Markarian 501. Bon, cela dit, la distance n'est pas un grand problème. Hein. Il suffit d'attendre que la lumière arrive. Et même cette assertion est assez fausse, hein, d'ailleurs. Vous savez qu'on dit toujours aux gamins quand tu regardes les étoiles, tu regardes dans le passé parce qu'il faut le temps que la lumière de l'étoile vienne jusqu'à toi. Mais je ne sais pas si vous le savez, ça n'a pas vraiment de signification physique, cette phrase. Parce que quand on dit ça, on fait comme s'il y avait une sorte de temps universel. Or, comme il n'y a pas de simultanéité en relativité restreinte, rien que de savoir si là, tout de suite, maintenant, un vaisseau spatial vient de décoller de la galaxie d'Andromède pour venir sur la Terre, je peux dire, moi, qu'il a décollé il y a une semaine, et quelqu'un qui marche à côté de moi peut dire qu'il décollera dans une semaine. Donc finalement, toutes ces questions de temporalité, même en relativité restreinte, hein, qui est quand même la théorie de base, sont assez subtiles. En fait. Voilà. Mais pour en revenir à votre question, moi, je n'ai pas du tout travaillé là-dessus, bien sûr. Je me suis contenté de mesurer ce que nous envoyait cette galaxie active. Donc les rayons gamma, ce sont des photons de haute énergie. Et moi, je dirais que la première leçon, elle n'est même pas astrophysique, elle est presque philosophique et poétique. C'est un rappel à l'humilité. C'est de se rendre compte presque dans notre chair parce qu'on le sait depuis la classe de première, ça, mais d'intégrer dans notre corps à quel point nous vivons dans une cécité presque totale, à quel point nous sommes aveugles. Vous savez que la lumière visible, c'est entre 400 et 800 nanomètres, c'est un facteur 2 en énergie. Mais vous savez que du côté des basses énergies, vous avez après les infrarouges, les micro-ondes, les ondes radio. Du côté des hautes énergies, vous avez les ultraviolets, les rayons X, les rayons gamma, et ça va jusqu'à l'infini des deux côtés. Et donc, je trouve que la première leçon de cette astrophysique multilongueur d'onde, comme on l'appelle, c'est la diversité des visages du cosmos suivant l'énergie à laquelle est appréhendé notre environnement au sens large. Voilà. Ça, c'est un peu la leçon, je dirais, esthétique. Pour ce qui est des leçons plus scientifiques, vous avez raison, c'est assez magique en fait, de voir tout ce qu'on peut faire dire à quelques malheureux photons gamma. Une fois de plus, mon cas particulier n'a aucun intérêt et aucune importance, mais pour une fois, je vais quand même le raconter à titre d'image. Moi, ce qui m'a intéressé, c'était justement une utilisation un peu détournée de cette chose-là, parce que je n'étais pas très compétent sur l'environnement des trous noirs à l'époque, donc j'ai laissé à d'autres l'interprétation littéralement astrophysique, et moi, j'ai fait une interprétation cosmologique. J'ai utilisé le fait que le simple fait qu'on observe ces photons gamma, qu'on puisse les voir, montre qu'il n'y a pas trop de photons infrarouges dans l'univers. Parce que les photons infrarouges absorbent les photons gamma par un processus de création de paires. Hein. Gamma donne E+, E-, et la section efficace est piquée quand l'énergie dans le champ de masse est égale au double de la masse de l'électron. Et donc, en fait, ça a permis de mettre une contrainte sur la quantité de rayons infrarouges dans l'univers, du fait qu'on voit les gamma, et ça permet de mettre une contrainte sur l'aire de formation des galaxies. Voilà, donc je raconte cette anecdote, ça fait 20 ans que je n'y avais pas pensé, parce que je trouve qu'elle est chouette en tant qu'exemple d'interconnexion des champs disciplinaires. Merci beaucoup. Et j'étais content quand j'ai appris que vous aviez fait votre thèse sur ce domaine, parce qu'il se trouve que je connais un chercheur en astrophysique gamma qui a également été un de vos étudiants en master à Grenoble. Et du coup, je lui ai demandé de vous poser une question. Donc, je vais vous la lire. Il vous demande, vous qui avez connu une astrophysique gamma plus ancienne et rudimentaire que celle qui existe maintenant. Mais comment se permet-il? En tout cas, il se permet. Quel regard portez-vous sur les instruments et performances actuelles? Est-ce que vous êtes plutôt impressionné ou est-ce qu'au contraire, pour vous, ça aurait dû aller plus vite et on aurait dû trouver plus de choses? C'est vrai que là, je vais faire un peu le vieux con, mais c'était quand même chouette hein, quand j'étais en thèse. Moi, je suis devenu théoricien après, mais à l'époque, j'étais plutôt expérimentateur. Et on sortait vraiment à 2 heures du matin dans la neige, avec l'oscilloscope sous le bras, et on allait réparer les télescopes dans un champ comme ça, une ancienne centrale solaire abandonnée par EDF. Et ouais, c'était quand même pas mal. Franchement, c'était pas mal. Il y avait un truc quand même qui relevait un peu de l'aventure quand même, qu'on a perdu.
Après, en termes de qualité de données, bah, évidemment, on a gagné. On a gagné d'une part avec des satellites qui fonctionnent à un peu plus basse énergie, mais qui ont un signal très pur, et d'autre part avec des détecteurs au sol qui sont très élégants, parce que ce qu'on utilise en fait, c'est l'interaction d'un rayon gamma. Quand il arrive dans l'atmosphère de la Terre, il crée une grande cascade de particules. Et en fait, ce qu'on détecte au niveau du sol, ce n'est pas le rayon gamma lui-même, c'est la cascade de particules induite par le rayon gamma. C'est même plus compliqué que ça, en fait. C'est des ondes de choc électromagnétiques induites par les particules, induites par le rayon gamma. Et par cette méthode très indirecte, on arrive quand même à reconstruire la direction et l'énergie avec une grande précision. Donc oui, je suis assez impressionné, évidemment, par ce qui a été fait depuis. Nous, on était un peu les pionniers quand même sur ce domaine-là. Il y a eu quelques expériences avant, mais ça commençait tout juste à marcher de façon systématique. Et aujourd'hui, l'astronomie gamma est vraiment une branche de l'astronomie observationnelle tout à fait légitime. Non, moi je ne dirais pas qu'on aurait dû aller plus vite. L'aventure prend son temps, c'est normal, c'est plutôt chouette que la découverte vienne petit à petit. Très bien. Il avait une deuxième question. Il trouve qu'il y a des effets de mode dans la recherche, même en astrophysique. Il cite par exemple les ondes gravitationnelles il y a quelques années. Et du coup, il vous demande quels conseils vous donneriez quelle direction, en tout cas, vous pourriez donner à des jeunes qui voudraient se lancer dans une thèse maintenant ou dans les années à venir. Quel sujet devrait être porteur? Oui, alors les effets de mode, c'est absolument incontestable. Cela dit, moi, je vais l'interpréter, c'est peut-être pas ce qu'il voulait dire en fait, mais moi, je l'interprète dans un sens un peu péjoratif. C'est-à-dire que je l'interprète un peu comme un effet d'emballement qui n'a pas beaucoup d'autres justifications que le fait qu'il y a toujours une sorte d'autoreproduction du système. Alors, de ce point de vue-là, je ne citerai pas les ondes gravitationnelles, parce que les ondes gravitationnelles, ça a été un effet d'engouement qui était vraiment scientifiquement justifié. Vous vous rendez compte, c'est extraordinaire. On jouit d'un nouveau sens. Pour la première fois, nous sommes Platon, c'est-à-dire que nous sommes dotés d'yeux géométriques, parce que c'est ça les ondes gravitationnelles. Ce sont des vibrations de la géométrie de l'espace-temps. Donc ça fait 100 ans que Einstein a eu cette idée, et pour la première fois depuis quelques années, on est effectivement capable de mesurer ces infimes structures vibratiles qui se déplacent dans l'espace, et donc de voir l'univers géométriquement. Ça, c'est incroyablement important, c'est élégant, et ça aura des conséquences astrophysiques, cosmologiques et gravitationnelles dont je n'ai absolument aucun doute qu'elles seront majeures. Donc ça, je dirais, c'est un effet de mode peut-être, mais au meilleur sens du terme. Après, il y a aussi des effets de mode au sens le plus péjoratif du terme. C'est-à-dire qu'un champ disciplinaire devient légitime simplement par le fait qu'une sorte de décision arbitraire d'une communauté de pairs l'érige en tant que discipline prometteuse, et puis le système boucle sur lui-même. Parce que comme on en parle beaucoup, si vous publiez, vous serez beaucoup cité. Si vous êtes beaucoup cité, vous êtes incité à continuer dans cette démarche qui est valorisante en termes d'image, et ça, bien sûr, c'est une catastrophe. Le problème, c'est qu'on ne le sait qu'a posteriori, si on est dans un effet de mode artefactuel ou si on est réellement dans l'émergence d'un nouveau paradigme. Donc, pour ça, il faut du flair, il faut du courage et il faut de l'humilité. Je n'ai pas de conseils à donner aux jeunes. J'ai plutôt envie de leur demander à eux des conseils. Parce que les physiciens un peu expérimentés, souvent, perdent de vue la raison pour laquelle ils sont là. Et je m'inclus, bien sûr, dans cette critique. On pense à un travail en se disant, tiens, on va faire un article. Mais c'est stupide, on n'est pas là pour faire des articles, on devrait être là pour comprendre la nature. Les jeunes ont encore ça en tête. Ils veulent découvrir les lois fondamentales de l'univers. Et souvent, à 45 ans, finalement, vous êtes un peu encrouté. Et ce qui va motiver le choix de la prochaine thèse que vous allez proposer ou des prochains calculs que vous allez faire, ça sera le temps que vous y passerez modulé par la quantité de papier que vous pourrez écrire. Et ça, c'est tout à fait détestable. C'est un dévoiement de notre profession. Et donc, je ne donnerai pas de conseils aux jeunes, moi. J'écouterai les conseils des jeunes. Très bien. Merci beaucoup. Et maintenant, pour repasser aux questions que nous avions préparées, vous avez contribué à l'expérience AMS qui vise à préciser la nature de la matière noire dans l'univers. Est-ce que vous pourriez rapidement nous expliquer en quoi consiste l'expérience et comment est-ce qu'on arrive à obtenir des informations sur des objets qui sont par définition indétectables, enfin, en tout cas pour l'instant, et qu'on ne connaît pas ou qu'on ne voit pas? Oui, vous êtes gentil avec moi. Vous pourriez vous moquer un peu de moi. Je suis tellement critique sur le spatial. Vous auriez bon droit de
de, de me prendre en défaut sur le fait que j'ai participé à une expérience spatiale. Je crois effectivement que le spatial actuel, hein, tel qu'il est mené par tout ce qui est, disons, dans la sphère Elon Musk, hein, pour faire simple, entre ces dizaines de milliers de satellites qui pourrissent la seule chose qu'on croyait encore sacrée dans ce monde, n'est-ce pas, à savoir la beauté sidérante du ciel nocturne, et puis par ailleurs tout ce délire SpaceX qui est vraiment, oui, je dirais, une sorte de salissure finalement, à la fois de la pensée et du cosmos, mais profondément détestable. Voilà, je le redis de façon ferme, claire et définitive. D'ailleurs, vous avez vu que la caricature d'Elon Musk dans l'excellent film Don't Look Up est peut-être le personnage le plus sordide, hein, du film, et je trouve que ça en dit long. Bon. Néanmoins, comme partout, il y a des exceptions. Voilà. C'est-à-dire que dans cette constellation, pourrait-on dire, je trouve, oui, vraiment de répugnance, hein, les mots sont forts, mais c'est ce que ça m'inspire, ce dévoiement des belles choses, en fait. Voilà. Il y a quand même, effectivement, de la beauté, de l'intérêt. Il y a des satellites qui découvrent des choses fondamentales. Il y a des satellites qui contribuent à la compréhension du climat, qui contribuent à la compréhension de l'univers. C'est une infime minorité, il faut bien comprendre ça. C'est une infime minorité de l'activité spatiale, mais cette infime minorité-là me semble faire partie, effectivement, des jeux qui en valent la chandelle, comme on dit. Alors, AMS, c'est un spectromètre de particules que nous avons placé sur la Station spatiale internationale il y a longtemps, une décennie, je dirais, peut-être même un peu plus. Alors, l'idée, c'est d'avoir un détecteur de particules qui est au-dessus de l'atmosphère, parce que l'atmosphère a la bonne idée, bonne pour ce qui est de nous éviter un certain nombre de cancers, d'arrêter la plupart des particules cosmiques. Le problème, bien sûr, c'est que pour les scientifiques, eh bien, c'est aussi une grande privation d'informations. Pour cette raison, il est tout à fait pertinent d'avoir un instrument qui est au-dessus de l'atmosphère et qui peut mesurer l'ensemble de ces corpuscules ultra-relativistes qui sillonnent l'espace interstellaire et intergalactique pour certains d'entre eux et qui contiennent beaucoup d'informations sur notre environnement, à la fois galactique et au-delà. Alors, dans le cas d'AMS, on recherchait de l'antimatière, c'est-à-dire qu'on cherchait s'il existait des anti-étoiles qui émettraient des anti-rayons cosmiques qui se signeraient sous la forme d'anti-noyaux lourds. À ce stade, de telles découvertes n'ont pas été faites. Paradoxalement, d'ailleurs, c'est encore plus étrange. Finalement, avoir un cosmos qui serait symétrique entre matière et antimatière serait moins étrange qu'avoir un cosmos qui est dissymétrique. Donc, curieusement, peut-être pour l'intuition, trouver beaucoup d'antimatière serait moins bizarre que de ne pas en trouver. Ensuite, on cherchait à comprendre d'une façon générale d'où viennent ces particules, leur composition isotopique, leur distribution spectrale. Ça a très bien marché. Et puis, le troisième enjeu, c'est ce que vous venez de mentionner, à savoir rechercher de la matière noire. Donc, en une phrase, la matière noire, c'est l'essentiel de la masse de l'univers, mais composée de particules inconnues. Pire que ça, ce ne sont pas seulement des particules qu'on ne connaît pas, ce sont des particules dont on sait qu'elles ne font pas partie du modèle standard des hautes énergies. Vous voyez que c'est une énigme extraordinairement intéressante, puisque c'est à la fois un défi pour la cosmologie et un défi pour la physique des hautes énergies. Et donc, avec ce détecteur AMS, ce qu'on essayait de faire, ce n'est pas de détecter directement les particules de matière noire, parce qu'elles sont faiblement interagissantes. C'est bien pour ça qu'on ne les voit pas. Donc, quand elles traversent le détecteur, vraisemblablement, il ne se passe rien. Mais de temps en temps, ces particules de matière noire se rencontrent. Quand elles se rencontrent, elles s'annihilent, elles libèrent une grande quantité d'énergie. Cette énergie se rematérialise sous forme de particules et ces particules peuvent être détectées par AMS. Donc, c'est ça la démarche qui a été essentiellement envisagée. Et à ce stade, hélas, ce sont essentiellement des limites supérieures qui ont été produites, c'est-à-dire que nous avons exclu des modèles, mais nous n'avons pas détecté de particules de matière noire convaincantes. Super, merci beaucoup. Et on espère que ça va aller pour la suite. Et pour finir, avant de passer aux questions du public, dans un second temps, on va passer à une dernière question un peu plus légère peut-être. Quelle est l'avancée scientifique à laquelle vous avez contribué qui vous rend le plus fier parmi toutes celles que vous avez pu faire dans votre carrière et pourquoi? Moi, je ne suis pas quelqu'un de très fier. Je trouve que la science, c'est d'abord une grande leçon de modestie. Je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit de très important dans ma vie scientifique. Mais je peux vous dire quand même ce qui m'enthousiasme le plus, je crois que c'est toujours ce sur quoi je suis en train de travailler en fait. Donc, je n'aurai pas la même réponse dans 2 ans, je n'aurais pas eu la même réponse il y a 2 ans. Là, on vient de se rendre compte qu'un trou noir de Schwarzschild, c'est un trou noir tout bête, version relativité générale le plus élémentaire, eh bien, quand on l'immerge dans un bain thermique, il a un comportement catastrophique. Voilà, j'ai calculé que sa masse diverge à temps fini.
Je trouve ça extrêmement intéressant. Comme toujours, d'ailleurs, on finit par trouver qu'il y a un physicien russe qui avait déjà plus ou moins compris le phénomène il y a 40 ans, mais de façon quand même plus rudimentaire. Et donc, je suis en train d'essayer de comprendre si c'est un artifice des approximations métriques utilisées, si c'est un phénomène réel, si ça reste vrai quand on tient compte à la fois des effets d'horizon, des effets dynamiques, des effets d'expansion. Je trouve que la plus belle chose, c'est toujours celle sur laquelle on travaille à un moment donné, parce qu'on a l'excitation de l'intérêt intellectuel et on n'a pas encore l'achèvement de la conclusion atteinte. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces réponses très intéressantes. Vous avez répondu à peu près à toutes nos questions. On va maintenant passer aux questions du public. Donc certains les ont déjà posées pour l'instant, donc on va lire celles qui ont déjà été posées. On va peut-être même laisser parler ceux qui ont posé les questions. Donc la première, la plus likée, c'est le Yann Trémembert. Donc Yann, si tu veux parler, normalement c'est possible. Ok, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, nickel. Ok, parfait. Eh bien, tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'entretien, Monsieur Barraud. Et ma question portait sur cette limite qu'on devrait peut-être imposer à la physique expérimentale et à la recherche pour pas qu'il y ait de dérive. Par exemple, je vais prendre un exemple tout bête et un peu extrême, mais continuer à investir dans la recherche pour l'extraction pétrolière, typiquement. Donc ça, c'est typiquement une des dérives qu'on pourrait trouver dans le monde de la recherche. Et en partant du principe que quand même l'humain a cette fâcheuse tendance de céder à ses envies et ses désirs et qu'il est très attaché à ce principe d'entreprendre et de progrès. Et pour progrès, je mettrai des guillemets quand même. Est-ce que vous pensez que législativement parlant, il serait possible d'instaurer une sorte de limite du progrès, de dire, tiens, cette recherche pourrait être bénéfique pour l'humanité, celle-là un peu moins. Et je me pose aussi cette question du continuum de la recherche, à savoir que, objectivement parlant, parfois une recherche peut être bien utilisée, mal utilisée, ou placer cette limite législativement parlant. Et voilà. Oui, c'est une question très intéressante, hein, bien évidemment. Écoutez, alors, au niveau de la recherche appliquée, qu'il faille faire des choix, comme au niveau de la recherche fondamentale d'ailleurs, c'est tout à fait évident, ne serait-ce que parce que nous vivons dans un monde à ressources intellectuelles, pas seulement à ressources énergétiques, mais également un nombre de chercheurs finalement fini, et que donc on préfère s'orienter vers une recherche qu'on croit vertueuse que vers une recherche qu'on croit vicieuse, ça me semble être une sorte d'évidence. Néanmoins, si on pousse l'idée un peu plus loin, j'ai du mal à cautionner quand même la possibilité qu'on se bride au niveau du savoir. Bien sûr, la physique des particules, au sens large, disons, la physique nucléaire, a induit la bombe atomique, soit. Mais on ne peut pas savoir d'avance ce que seront les conséquences d'une découverte. Et finalement, je ne sais pas, moi, l'idée de Dieu, par exemple, ça a aussi conduit à des miracles et ça a conduit à des guerres. On ne va pas interdire l'idée de Dieu, ça n'a aucun sens. Donc, je pense qu'il serait quand même très dangereux, sincèrement, et peut-être un peu totalitaire au sens lourd de ce terme, de brider le savoir. En revanche, naturellement, l'utilisation du savoir est une question qui est complètement différente. Je suis d'accord avec vous, hein. Il y a une propension humaine à se servir de ce qu'on a à disposition. Donc ne soyons pas naïfs, et vous avez raison de le souligner. Mais quand même, on peut limiter ça dans la vie de tous les jours, dans notre quotidien, d'humain, là, pas de chercheur, pas d'ingénieur, juste d'humain. On ne fait pas du tout ce qui est en notre pouvoir. Vous pourriez voler dans un magasin, ce serait très facile. Vous ne le faites pas, même en restant dans le cadre du légal. Parce que là, évidemment, vous enfreignez la loi. Mais même sans enfreindre la loi, vous pourriez dire des choses abominables aux gens qui vous agacent. Ce serait parfaitement légal. Vous pourriez les détruire psychologiquement. On pourrait faire une quantité extraordinaire de choses qui sont parfaitement légales et qui sont parfaitement dégueulasses en réalité. Et la plupart du temps, heureusement, on ne les fait pas. Et donc, je pense qu'on pourrait quand même aussi partir du principe que cette auto-limitation qu'on met en œuvre tout le temps, hein, au quotidien, la plupart du temps, on s'arrête de manger avant de n'avoir plus faim quand même, parce qu'on n'a pas envie de devenir obèse dès demain matin, quoi. Donc, on le fait tout le temps, de se limiter, même quand c'est légal. Et je crois que cette démarche qui est très élémentaire, hein, finalement, ça, ce que je dis est vraiment très, très simple et très basique, on devrait pouvoir quand même la généraliser au-delà du quotidien
en pensant que ce n'est pas parce que quelque chose est possible que quelque chose doit être. Ce n'est pas parce qu'on peut faire la 6G qu'on doit faire la 6G. C'est exactement ce que nous disent aujourd'hui nos politiques. Ils nous disent, quand vous demandez pourquoi est-ce qu'on devrait faire la 6e génération de téléphonie mobile, on vous répond parce qu'on peut la faire. On justifie. Pourquoi on va le faire? Parce qu'on peut le faire. Oui, je peux aussi te donner une claque. Et pourtant, je ne le fais pas. Donc, cet argument n'a absolument aucun sens au niveau éthique. Et je crois qu'il faut juste le déployer. Voilà. Donc, mettre des limites, oui, mais à mon avis, les limites doivent être mises sur l'exploitation économico-politique du savoir, mais mettre les limites sur le savoir lui-même, moi, c'est un pas que je ne franchirais pas. Très bien, merci beaucoup. Alors, la deuxième question la plus likée, c'était celle de Aude Gaden. Donc, Aude, normalement, tu peux me parler maintenant. N'hésite pas à poser ta question, sinon on la lira à ta place. Oui, c'est bon, vous m'entendez? Oui, nickel. Je me demandais, du coup, Aurélien Barraud, sur votre tweet, il écrit Refugees Welcome. Et on a parlé justement de ces centaines de millions de migrants qui allaient se déplacer dû aux conséquences du changement climatique. Quel changement de mentalité est-ce que vous envisagez? Dans quel sens ces mentalités peuvent changer? Est-ce que vous avez un peu d'espoir sur peut-être un retour à un peu une attitude d'hospitalité? Ou au contraire, est-ce que vous pensez que la guerre est inévitable et que... C'est mes parents qui me l'ont offert pour Noël. Voilà. D'accord. On n'aura pas cette couleur-là, mais mon papa a des goûts un peu spécifiques. Bon, plus sérieusement, parce que ce n'est pas drôle du tout, hein, la question des réfugiés. Non, soyons lucides. L'évolution va vraiment vers le pire. Écoutez, je crois que le seul endroit du monde actuellement où il y a des réfugiés climatiques, hein, parce que non climatiques, il y en a beaucoup, c'est à la frontière du Bangladesh et de l'Inde. Qu'est-ce qui se passe pratiquement? Des réfugiés climatiques en grand nombre, hein, j'entends. Il commence à y avoir des migrations un peu partout. Mais là où on a vraiment un grand déplacement de population qui est clairement d'origine climatique, qu'est-ce qui se passe concrètement? L'Inde construit des murs. Croyez quoi? Qu'ils vont dire, soyez, venez les copains, bienvenue chez nous. Ça ne se passe jamais comme ça. On n'a pas été capable d'accueillir quelques réfugiés syriens, alors que c'était quand même des très petits nombres par rapport à la population européenne et que c'était relativement proche de nos frontières, relativement, on va dire, proche de nos frontières. Regardez, dans le monde entier aujourd'hui, à peu près tout le monde est au courant de cette catastrophe, je n'ai même pas envie de l'appeler écologique, hein, disons de cet affaissement de la vie sur Terre et des structures de solidarité indispensables à développer pour y remédier. Et quand même, l'évolution globale, à quelques exceptions près, c'est l'émergence des idées de droite dure et d'extrême droite. Je crois que dans le dernier sondage pour l'élection présidentielle française, la première personnalité de gauche est en 5e position à l'heure actuelle. Tout le monde s'en fout. Je veux dire, soyons honnêtes. Tout le monde sait et tout le monde s'en fout. Donc, je n'ai absolument aucun espoir. Il est tout à fait certain que quand nous aurons des centaines de millions de réfugiés climatiques, ça sera une guerre mondiale. Je veux dire, on ne peut pas croire aux bisounours ou au Père Noël au-delà du raisonnable. Même avec des cas qui seraient presque infimes en termes d'impact macroéconomique sur un pays, on ne le fait pas. Vous savez qu'en ce moment, les réfugiés sont extraordinairement maltraités en France. Maltraités, j'entends, jusqu'à la mort, hein, quand même. Donc, c'est vraiment des situations tragiques. C'est des gamins qui meurent noyés, de façon quand même essentiellement causale par rapport à la politique qui est menée. Et on dit, et si on multiplie ça par 1000, est-ce que ça va bien se passer? Non, ça va juste être encore pire, c'est certain. Donc, je ne comprends pas pourquoi la réaction du monde est celle-là, mais le fait est qu'elle l'est. Voilà. Donc, je pense qu'il ne faut pas, baisser les bras pour autant. Ce que je dis là n'est pas une sorte d'invitation au fatalisme, mais il faut, je crois, ne pas céder non plus à l'angélisme. Il n'y a pas d'émergence de structures de solidarité globale à grande échelle en ce moment, alors que ce serait même pas seulement par altruisme, mais même par égoïsme, le seul infléchissement qui ait du sens. Vous savez, Pablo Servigne, que j'aime bien, je ne le connais pas super bien et j'ai un peu interagi avec lui, il est sympa, il est intelligent. Je trouve qu'il a développé une idée très pertinente en réfléchissant sur ces problèmes de collapse, c'est de montrer finalement que la meilleure manière de survivre, s'il advient un effondrement brutal, moi je n'y crois pas trop à l'effondrement brutal, hein, pour être honnête, mais l'effondrement lent, ça en revanche, non seulement j'y crois, mais je peux même le démontrer. Donc brutal ou lent, j'en sais rien, mais l'effondrement, il aura lieu.
Et donc, ce que montre Pablo, c'est qu'en fait, la meilleure façon de survivre, ce n'est pas la méthode Walking Dead avec un AK-47 chez soi, hein, ça ne va pas marcher très bien, c'est les structures de solidarité. En fait, les gens qui s'en sortent le mieux dans les situations critiques, c'est les gens qui ont beaucoup d'amis. Et c'est gagnant-gagnant, en fait. Non seulement c'est chouette d'avoir des amis, et en plus, vous y gagnez. Donc, c'est un peu pathétique, en fait, de voir ce renfermement sécuritaire avec l'émergence d'idées nauséabondes, alors que finalement, on pourrait gagner sur tous les tableaux. Mais le fait est que ça n'a pas lieu. Donc, si vous avez des idées, je suis preneur, mais moi, je ne sais pas. Alors, non, personnellement, justement, je n'ai pas forcément d'idée, mais comme on parlait justement qu'il faille une rupture un peu dans nos mentalités, notamment sur le plan de la consommation et des consciences écologiques, on voit bien que c'est une rupture dans les mentalités. Et sans tout arrêter pour repenser, en fait, on continue juste dans ce qui est déjà lancé. Et donc, moi, j'ai un peu d'espoir, un tout petit peu d'espoir que sur le plan de la migration, bien sûr, s'il n'y a pas un moment ou un autre où on s'arrête et on réfléchit à la question à partir de zéro, il n'y aura pas de changement. Mais je me dis justement, face à l'extrême droite qui augmente, il y a bien un moment où on va se dire, en fait, là, l'homme est en train de donner ce qu'il a de plus égoïste. Est-ce qu'on ne pourrait pas repenser notre manière, juste même d'être citoyen? Est-ce qu'on est vraiment citoyen d'un pays quand il y a des pays qui sont plus viables? Moi, je suis d'accord avec vous. Ce que je veux simplement dire, c'est que ça ne va pas se faire tout seul. Voilà. Ce retournement, je l'appelle de mes voeux. Je crois qu'il serait à la fois éthiquement, à la fois épistémiquement et à la fois philosophiquement et poétiquement enviable. Je pense qu'on est d'accord, vous et moi. Simplement, on ne peut pas se dire ça va forcément avoir lieu parce que c'est rationnel. Ça, je suis persuadé que ça ne marche pas. Donc, moi, j'ai essayé quelques pistes qui n'ont pas marché. Maintenant, la balle est dans votre camp. Ça marche. On va y travailler. Merci beaucoup. Alors, la question suivante, c'était celle d'Antonin. Antonin, hop, je te trouve. Voilà, si tu veux la poser, n'hésite pas. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Ouais. Nickel. Super. Déjà, merci pour cet entretien. Ma question se porte sur votre considération de la pédagogie au sein de la société dans le cadre de la crise climatique à venir. Déjà, vous avez ce rôle de pédagogue à la fois en termes de professeur et dans les médias. Donc, ma question se porte aussi sur la manière d'avoir une pédagogie, par exemple, directe avec la population ou via différents procédés, notamment les médias. Quel est votre point de vue là-dessus? Moi, je pense qu'il ne faut pas se restreindre. Je pense que tous les styles sont intéressants et il ne faut pas marcher en rang. Je n'ai pas beaucoup de goût pour l'évolution militaire. Je pense que j'avais appelé ça de façon beaucoup trop pompeuse et un peu ridicule une fois un activisme multifractal. C'était une façon pédante de dire que je crois que la bonne parole peut être transmise de toutes les manières. Mon copain, non, on ne se connaît pas très bien, mais cette personne que j'estime et que je connais un peu, Jean-Marc Jancovici, que vous connaissez, vous, sans doute mieux que moi, puisqu'il intervient pas mal dans cette école, je trouve qu'il est nickel pour parler à des ingénieurs, pour parler à des gens en école de commerce, etc. Il a un discours qui est d'une rationalité implacable, avec une compétence implacable, et je trouve que ce qu'il fait est super. Moi, j'ai un discours qui est différent, qui parle à d'autres gens. Pablo parle à d'autres gens, et je pense que c'est une bonne chose qui est comme ça une diversité de rapports à la problématique. Après, il faut faire attention. Moi, j'ai arrêté tout ce qui est médiatique. Là, je vous parle, mais j'ai refusé toute émission de télé ou toute interview dans des journaux depuis plusieurs années. Je ne sais pas si vous avez vu Don't Look Up, regardez-le, mais tous les personnages de ce film sont réels. Ils existent pour de vrai. Et quand vous le regarderez, vous verrez le passage à l'émission de télé. Mais c'était moi. C'était moi. Vous essayez d'expliquer la fin du monde et à la pause, vous avez l'animateur qui vous dit « Ouais, mais faut rigoler un peu quand même, dites-le sur un ton plus détendu. » Non mais what the fuck? Je suis en train de dire qu'on va tous crever. Ne me parlez pas de ton détendu. Je l'ai vécu, ça. Et vous sortez de l'émission et vous recevez des SMS d'amis qui vous disent « Waouh, c'était super sexy à l'antenne. » Non, mais ce n'est pas la question. C'était intéressant ou pas? Ah, j'ai rien compris, mais tu passes trop bien. Non, mais c'est juste pas la question, en fait. Et ce brave type-là, professeur d'astrophysique, qui commence à se faire bouffer, en fait, parce que en allant faire le tour des plateaux télé, même si vous proposez des idées révolutionnaires, de fait, vous entérinez ce que vous dénoncez. Donc moi, j'ai arrêté très vite, en fait. Et je pense que c'est important d'arrêter.
parce que la capacité d'absorption du système est juste démentielle. Je vous donne une idée, vraiment, une anecdote que je trouvais éloquente à ce propos. Ce matin, sur le site La Conversation, vous savez, qui est un journal en ligne d'universitaires, une collègue à moi, qui est membre du GIEC, fait une analyse sur le film Don't Look Up, elle aussi, elle l'a bien aimé, elle aussi. Et à la fin, elle finit son article en disant je note que mon analyse de Don't Look Up faite hier a entraîné plus de réactions sur Twitter que mon explication du rapport du GIEC faite il y a 6 mois. Bon, regardez, c'est super intéressant comme information. C'est pertinent de dire ça. Ça nous apprend quelque chose sur la société. Donc, je ne la blâme pas du tout pour avoir mentionné ça. Mais regardez, même pour parler de ce film Don't Look Up, qui est évidemment une satire qui tire à boulet rouge sur cette société du spectacle, comme disait Debord, qui est entièrement fondée sur Twitter et les autres conneries de ce genre, elle arrive quand même à référer à Twitter. Son analyse se fonde quand même sur Twitter à la fin, d'une façon intelligente, que je ne moque pas. Mais vous voyez comme la boucle est bouclée, elle écrit un texte finalement de soutien au film qui dénonce Twitter en se fondant sur les réactions de Twitter. Donc il y a un moment où il faut quand même voir l'extraordinaire capacité de dévoiement de notre système, même face à ces critiques. Au bout d'un moment, vous devenez bankable en tant que critique du système, parce que critiquer le système, finalement, ça aide le système à se tenir en donnant l'illusion d'être ouvert sur sa propre déconstruction. Donc en fait, il faut faire vachement gaffe à tout ça. Voilà. Merci beaucoup. On passe maintenant à la question de Arthur Winold. Arthur, si tu veux intervenir. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Nickel. Parfait. Merci beaucoup pour votre intervention très intéressante. Alors moi, ma question, c'était, vous appelez donc à un certain nombre de transitions ou de changements de paradigme que vous avez détaillés face à la catastrophe écologique ou transition climatique. Et vous avez dit vous-même qu'à la fois, il ne faut pas être fataliste, mais en même temps, il ne faut pas être angéliste. Du coup, moi, la question naturelle qui vient pour moi, surtout de la part d'un étudiant qui va bientôt arriver sur le marché du travail, c'est comment est-ce que vous concevez donc toutes ces transitions en termes opérationnels, c'est-à-dire concrètement, parce que vous parlez, alors je ne dis pas que vous parlez que de concepts et d'idées, je ne sais pas ce que je veux dire par là, mais vraiment si on parle en action concrète, et surtout, alors d'abord à l'échelle individuelle, peut-être que c'est plus facilement appréhendable, mais souvent on se rend compte que, par exemple sur les transports ou l'énergie, c'est des complexités qui sont systémiques, c'est-à-dire c'est des organisations, ça ne se résout pas pour moi à la somme d'actions individuelles. Quel est votre regard par rapport à ça? Merci. Oui, vous avez raison. D'abord, là, je vais être très modeste. Moi, je ne suis pas spécialiste de la praxéologie, de la mise en pratique de toutes ces questions. Donc, je pense que votre analyse à vous est sans doute au moins aussi intéressante ou plus intéressante que la mienne. Moi, ce que je veux simplement dire, en fait, c'est que imaginez que vous vous retrouviez dans une entreprise, donc dans un an, vous serez probablement plutôt dans le haut de la hiérarchie, vu vos études, vous avez donc des responsabilités. Bon. Et vous êtes un peu sensibilisé à cette question. Qu'est-ce que vous faites? Bien sûr, vous pouvez aller vous battre pour qu'on refasse l'isolation thermique des bâtiments, pour essayer de mettre du papier recyclé dans les imprimantes, etc. Tout cela est plutôt sympa et plutôt positif. Mais on est bien d'accord, comme vous l'avez dit, que ce n'est pas le nœud du problème. Parce que le problème est systémique et un effondrement systémique ne peut avoir de solution que systémique. Et à ce niveau-là, moi, il me semble que le plus essentiel, en fait, c'est vraiment, à notre niveau, de réfléchir aux finalités. Donc, je vais parler de ce que je connais, d'accord? Moi, on m'a interrogé dans mon université sur que faire pour que l'université soit exemplaire en termes écologiques. Et je crois effectivement que les réponses qu'ils attendaient, c'était des espèces d'astuces comme ça pour que les bâtiments consomment moins, etc. Ce qui est très bien d'ailleurs. Bon. Mais moi, je n'aurais pas dit ça. J'aurais dit, en fait, je trouve que ce qui serait courageux, ça serait de dire, par exemple, le classement de Shanghai, on s'en fout. Voilà. Vous savez, le classement de Shanghai, c'est ce rating complètement stupide des universités mondiales qui n'a absolument aucun sens en termes pédagogiques, mais vraiment aucun, mais qui excite comme ça un certain nombre de responsables politiques parce qu'on a un classement et on adore les classements. On peut savoir si A est meilleur que B. Je ne sais pas quel est le ranking de l'école des mines. Il n'est sans doute pas très bon d'ailleurs, parce que comme vous êtes une relativement petite école, une grosse université indienne va forcément avoir un meilleur ranking que vous, etc. Bon. Ce classement n'a aucun sens, mais il est fondé sur des estimateurs qui eux-mêmes sont en partie attachés à l'intensité de l'activité, pas du tout
du point de vue de l'importance des découvertes, mais typiquement du point de vue du nombre de publications, des citations de publications, du nombre d'articles dans les journaux prestigieux, etc. Et ça serait vraiment intéressant de se dire, moi, finalement, mon métier, c'est de comprendre les lois de la nature. Ce n'est pas de faire des papiers. Mais c'est très dur à faire ça, hein. Mais de revoir, en fait, l'enjeu de ce qu'on fait, de revenir à l'enjeu fondamental. Ça serait un geste extraordinairement écologique, en fait, de dire, quand j'ai rien de vraiment fondamental à dire, je ne publie pas. Parce que là, comprenons-nous bien, hein, je parle au niveau symbolique. Publier, maintenant, les journaux sont presque plus imprimés, ce n'est pas la consommation énergétique du journal qui m'importe. C'est l'idée qu'on est toujours aujourd'hui en train de maximiser notre pouvoir à la fois de production et de consommation. Et je trouve que c'est ça qui est vraiment important, en fait. C'est de repenser la finalité en se disant que ce n'est pas forcément celle-là. Alors, dans le monde économique, moi, j'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un qui était patron d'une firme de commerce équitable. Alors, je ne sais pas, dans le commerce équitable, je pense qu'il y a un peu de greenwashing bobo, puis il y a un peu de trucs honnêtes. Ben, lui, il m'a paru honnête. Il m'a expliqué, par exemple, qu'entre le personnel d'entretien et le patron, il avait limité à un facteur 3 l'écart de salaire. Et puis que finalement, là, bah, ils arrêtaient de se développer, en fait, parce qu'il s'est rendu compte que pour se développer plus, il faudrait commencer à vendre dans des enseignes qu'il n'aime pas, qui cautionnent par ailleurs un certain mode de distribution qu'il ne trouve pas souhaitable, et que donc, finalement, en tant que chef d'entreprise, il était arrivé à l'idée que ne pas faire croître son entreprise était une réussite. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est un geste qui a du sens. C'est qu'il ne s'est pas dit, tiens, comment faire une meilleure croissance? Mais ça n'existe pas, ça, c'est des conneries, c'est du bullshit, ça. Il s'est dit, j'ai juste pas besoin de croître, en fait. J'ai un salaire qui me convient, je fais un métier qui a du sens, je connais mes producteurs, je vends d'une manière qui est raisonnée. Mais pourquoi il faudrait que je trouve une façon maligne de vendre 2 fois plus, en fait? En quoi est-ce que j'ai besoin de vendre 2 fois plus? Lui, il a fait un geste radical, je trouve. Voilà. Très bien, je vous remercie beaucoup, c'était très clair. Ok, super. Maintenant, on va passer à la question de Ralph. Ralph, tu peux la poser si tu veux. Oui, alors bon, c'est pas grave, mais on voulait savoir à quel point la recherche en physique fondamentale peut servir à notre société actuelle, dans le sens à quel point l'approfondissement de nos connaissances sur des sujets qui semblent a priori déconnectés des enjeux actuels est prioritaire dans le domaine de la recherche. Il ne faudrait peut-être pas se focaliser sur d'autres sujets qui sont beaucoup plus prioritaires dans le sens pour les enjeux sociétaux. Voilà. Oui, c'est une bonne question. Écoutez, vous savez, il y a quelques années, quand les budgets de la recherche diminuaient, les chercheurs se sont plaints, ils ont créé un collectif qui s'appelait Sauvons la recherche. Et le leitmotiv, le slogan de ce collectif, c'était « Ce n'est pas en améliorant la bougie que nous avons inventé l'ampoule ». Et donc, ils défendaient la recherche fondamentale en expliquant que les conséquences techniques de la recherche fondamentale sont inanticipables et que donc c'est très important de soutenir la recherche fondamentale, même si nous n'avons pas en tête une application qui, à ce jour, est nommable. Cet argument est bon, mais il me laisse un peu sur ma faim, parce qu'il rate le fait que la recherche fondamentale aurait du sens, même si elle n'avait pas d'application industrielle sous-jacente. Je ne crois pas que la découverte des équations de Maxwell n'ait de sens que pour pouvoir faire des ampoules. La découverte des équations de Maxwell a du sens parce qu'elle nous dit quelque chose de la structure du réel. Et donc, je n'achète pas complètement, si vous voulez, cette idée qui consiste à dire « mais peut-être qu'une découverte extraordinaire va être faite grâce à la recherche fondamentale, donc il faut la soutenir. » Oui, peut-être, mais peut-être pas. Et même si ce n'est pas le cas, enfin quoi, connaître l'origine de l'univers, connaître la structure fondamentale de la matière, sont-ce des détails insignifiants? Enfin, quand vous écrivez la 9e symphonie de Beethoven, quand vous écoutez la 9e symphonie de Beethoven, parce que si vous l'écrivez, c'est que vous êtes Beethoven, quand vous l'écoutez, qu'est-ce que vous avez appris en termes factuels qui vous a permis de conduire de nouvelles découvertes techniques? Rien du tout. Et pourtant, je suis désolé, le monde dans lequel vous habitez n'est plus le même. Donc, je pense qu'il ne faut pas soutenir la recherche fondamentale que du point de vue des applications potentielles qu'elle aura. De plus, pour ce qui concerne spécifiquement la crise écologique, qui n'est quand même pas le seul problème du monde, hein, donc il ne faut pas tout ramener là-dessus, mais c'est de ça qu'on parle ce soir. Pour ce qui concerne cette crise,
je ne crois pas du tout à l'innovation technique. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut retourner à l'âge de pierre, hein, on est bien d'accord. J'ai vécu un drame familial monstrueux il y a quelques mois. Mon ex-femme est morte. Mes 2 enfants sont allés en réanimation. J'étais bien content qu'on ait des IRM et j'étais bien content qu'on ait des scanners qui leur ont sauvé la vie, hein, à mes enfants. Et donc, je suis bien content que des techniques, entre autres médicales, mais pas seulement, de pointe, existent dans notre monde. Personne ne veut s'en passer. Voilà, ça, c'est dit une fois pour toutes. Mais enfin, l'immense majorité des développements techniques, ce n'est pas ça. Et du point de vue de la crise écologique, les astuces ne sont pas intéressantes. Elles ne sont pas intéressantes parce que, imaginez que, par exemple, la 5G, voilà. Il est vrai qu'elle consomme moins que la 4G à usage constant. C'est vrai, ça, c'est vrai. Simplement, on ne vit pas à usage constant. L'augmentation d'usage surcompense instantanément l'augmentation d'efficacité. Donc, à la fin, on y perd. Et même si on n'y perdait pas, du point de vue à la fois de la construction des terminaux mobiles et de l'utilisation d'électricité, on y perd en termes de débilisation de la société. Vous voyez, je suis désolé, c'est ce que je proposais tout à l'heure. La snapchatisation du monde n'est pas un progrès. N'en déplaise au président du MEDEF qui considère qu'on est anti-progrès quand on critique la 5G, je le dis haut et fort, l'instagramisation du monde n'est pas un progrès, c'est une débilisation du monde. Il faut appeler les choses par leur nom. C'est à la fois une offense au voyage, une offense à l'altérité culturelle, une offense au rapport à la nature et une offense aussi aux gamins auxquels on file ces téléphones qui deviennent addicts et accros. Voilà. Donc, moi, je vous réponds en une phrase que j'aime la recherche fondamentale parce qu'elle me fait rêver, elle invente une poétique du réel, elle permet de redéfinir l'ontologie, c'est-à-dire l'être fondamental de ce qui nous entoure. C'est exactement ça ce dont on a besoin, vous voyez, de vivre dans un monde qui est symboliquement différent. Pour ce qui est des éventuelles conséquences techniques amélioratives, peut-être, peut-être pas, on verra. Merci beaucoup pour votre réponse. On va passer maintenant à une question d'un spectateur anonyme, donc on ne va pas pouvoir lui donner la parole et je vais la lire à sa place. Cette personne nous demande à quoi ressemblerait l'après une fois que nous nous serions arrêtés, que nous aurions arrêté les extinctions massives et que nous nous serions regardés dans les yeux, qu'est-ce qu'on aurait? Donc là, c'est l'idée d'un après, mais qui se dessinerait quand même avant l'effondrement, hein, on va dire, c'est ça. C'est-à-dire, oui. C'est un après raisonné. J'emprunte un instant une bonne remarque de Jean Covici. En fait, la récession, disons, ou la décroissance en termes de PIB, on l'aura de toute façon. Hein. Ce n'est pas la question de savoir si on la veut ou si on ne la veut pas. C'est la façon de savoir comment on la vivra. Aujourd'hui, la croissance, c'est l'énergie. L'énergie, c'est les fossiles. Les fossiles, ils sont en quantité limitée. Voilà, donc c'est dit. Donc de toute façon, on est vraisemblablement au peak oil et donc ça va redescendre. Donc de toute façon, ça va avoir lieu. Sauf que si c'est subi de façon involontaire, premièrement, au niveau écologique, ça signifie qu'on aura sucé le pétrole jusqu'à la dernière goutte et que donc on sera typiquement dans une trajectoire à plus 5 degrés de réchauffement climatique, autrement dit une instabilité globale. C'est un tout autre monde. Voilà. Tout autre monde, pas simplement différent. Hein. C'est un monde dans lequel les vivants que nous connaissons aujourd'hui seront drastiquement décimés. Et ensuite, en termes humains, quand une contraction comme ça est subie et non pas souhaitée, ce sont typiquement l'émergence des dictatures, des génocides, des régimes ultra-autoritaires et de toutes ces choses pas extraordinairement sympathiques. Donc, la seule manière de conjurer ça, ce n'est pas de repousser l'échéance parce qu'on ne pourra le faire que de quelques années. On ne va pas inventer du pétrole là où il n'y en a pas. Ce n'est pas ça la solution, c'est de le souhaiter. Parce qu'on peut se rendre compte aussi que, aussi bien du point de vue de notre rapport à la nature que du point de vue de notre confort, nous y gagnerions en réalité à anticiper cette baisse qui sera de toute façon nécessairement imposée par la finitude du monde dans lequel on vit. Et là, effectivement, tout est possible. Je veux dire, on sait très bien qu'il n'y aurait aucun problème pour nourrir tout le monde sur la Terre, même en tenant compte de la croissance démographique. On sait très bien qu'il n'y aurait aucun problème matériel pour loger tout le monde. Je ne peux pas vous dire, moi, à quoi ressemblerait le monde. Je vous dis simplement
que si vous faites des calculs de coin de table, vous trouvez que ce monde est viable. Il est beaucoup plus viable que le nôtre. Voilà. Donc la question n'est pas de savoir s'il est possible, la question est de savoir s'il est souhaitable. Si on trouve qu'il est souhaitable, il suffit de le faire. Alors, je sais bien que c'est difficile et qu'on pourrait objecter que concrètement, c'est très compliqué de changer les choses. Et c'est vrai, hein, je sais bien que c'est vrai. Mais en même temps, il faut quand même rester un peu lucide. C'est peut-être très compliqué de changer notre architecture politico-économique, mais c'est moins compliqué que d'épurer le CO2 une fois qu'il est émis. Hein. Parce que le temps d'épuration du CO2, c'est 10 000 ans. Là encore, relisez les cours de Jean Cau, entre l'équilibrage des pressions partielles à la surface de l'océan et l'effet des plantes, hein, en fait, il vous faut des temps qui sont infinis à l'échelle de l'humanité pour revenir en arrière sur les émissions de CO2. Donc, dire qu'on ne peut rien changer au système politico-économique, c'est faux. Alors que dire qu'on ne pourra pas revenir en arrière lorsque un état de délabrement avancé aura été atteint, ça c'est vrai du point de vue scientifique. Donc, il faut quand même un peu hiérarchiser, quoi. Oui, ok, c'est difficile de changer d'organisation, mais c'est beaucoup moins difficile que de revenir en arrière une fois qu'on a tout détruit. Donc, il faut qu'on soit un peu sérieux et qu'on hiérarchise les difficultés. Très bien. Maintenant, la question suivante, la plus likée, c'est celle d'Arthur Vinold, donc il va pouvoir reposer une deuxième question. Arthur, si... Oui, bonjour. Vous m'entendez toujours bien? Oui, nickel. Parfait. Oui, alors moi, j'ai une question qui reprend, c'est sur votre engagement personnel et sur les travaux de sensibilisation que vous menez, comme vous êtes en train de le faire ce soir, sur la crise écologique, face à la capacité de dévoiement du système que vous décriviez tout à l'heure en réponse à une question, vous parliez de Don't Look Up. Finalement, quel sens, quelle ambition, vous avez dit que vous avez arrêté d'aller sur les plateaux télé, mais voyez, quelle ambition vous avez quand vous parlez à des gens de la crise écologique? Ou quel sens vous vous y donnez? Je ne sais pas si ma question est claire, mais si on part du principe que de toute façon, tout ce qu'on fait sera dévoyé. Oui, c'est pour ça que j'ai appris à me taire, pour l'essentiel, même si je vous parle ce soir. Non, j'ai beaucoup déchanté. Hein. J'ai discuté avec des grands responsables politiques qui m'ont dit la seule solution vient de l'associatif, la politique, ça ne marche pas. Et j'ai discuté avec des gens du milieu associatif qui m'ont dit la seule solution, c'est la politique, parce que l'associatif, ça ne marche pas. Finalement, on se rend compte que les initiatives ne fonctionnent pas. Voilà. Jusqu'aux reproches absolument ubuesques, en fait, hein, où vous êtes traité de dictateur, par exemple. Bon, ça venant de la presse d'extrême droite, je l'ai pris plutôt comme une flatterie, mais c'est quand même tellement bête que même si on est blindé, on se dit, mais juste, où est-ce qu'ils vont l'inventer, en fait? Voilà, on peut dire aussi, je ne sais pas, que je suis un cheval ailé. Bon, oui, pourquoi pas, si vous voulez. Mais enfin, c'est quand même pas très sérieux, tout ça. On est en train de parler là de choses qui sont une menace existentielle directe. Donc, je crois que j'ai été naïf, hein, finalement. Voilà. J'ai cru, comme à peu près tous les gens qui s'intéressent à cette question, que quelques arguments rationnels allaient suffire. Ensuite, j'ai cru que quelques coercitions qui pourraient être en fait des réenchantements politiques allaient suffire. Et puis, au fur et à mesure que vous travaillez un peu la question, vous vous rendez compte que ça ne marche pas. Donc, aujourd'hui, ce que je pense, c'est que la seule possibilité de solution, c'est vraiment le réagencement axiologique, c'est-à-dire au niveau des valeurs. Vraiment, c'est la seule possibilité, je crois. C'est de se dire que finalement, rouler en 4x4 en centre-ville ou en voiture de sport aujourd'hui, ce n'est pas un marqueur de réussite sociale, c'est un marqueur de délinquance sociale. C'est vraiment de comprendre ça. Parce qu'en fait, on aime être aimé. Les humains aiment être aimés. Et la plupart des gens qui s'achètent une Porsche, ce n'est pas pour rouler vite, de toute façon, ils n'ont pas le droit. Je l'ai fait d'avoir une voiture de sport, pas une Porsche. Mais donc, je connais ça. J'ai péché par ce type de fantasme. En fait, ce n'est pas pour aller vite. Vous ne pouvez pas sur une autoroute en France. C'est parce que vous croyez acheter de cette manière la sympathie du regard de l'autre. Mais il suffit que l'autre, c'est-à-dire nous considérions qu'en réalité, ce ne sont pas du tout des marqueurs amélioratifs, mais que ce sont au contraire des indicateurs d'échec. Voilà, c'est ça que je pense aujourd'hui. Écoutez, il m'est arrivé une fois ou deux qu'on me dise « vous êtes jaloux d'Elon Musk », parce que je trouve ce type détestable. C'est vraiment un voyou, quoi. Mais là encore, c'est comme me dire que je suis un cheval ailé, quoi. Ça dépasse mon entendement, en fait. Pour moi, Elon Musk, c'est l'archétype de l'échec total. Voilà. C'est l'homme le plus nuisible, vraisemblablement, du moment. Enfin, parmi les plus nuisibles. Hein. On ne va pas faire une hiérarchie des cancers de la société. Et donc,
être jaloux d'Elon Musk. Non, mais je suis jaloux de copains qui jouent super bien de la musique, je suis jaloux de copains qui sont de meilleurs scientifiques que moi, je suis jaloux de meilleurs profs, je suis jaloux de tout ce que vous voulez. Mais alors, d'Elon Musk, c'est pas possible. Et donc, je crois que la seule chose qui peut être encore importante quand on parle aujourd'hui d'écologie, c'est pas de dire ah, faites attention à la prochaine fois que vous allez en vacances, essayez de ne pas prendre l'avion. Maintenant, tout le monde sait qu'il faut faire ça. Bon, on le fait ou on ne le fait pas. On est humain. Parfois, on ne respecte pas les règles du jeu commun. OK, on est humain. Mais c'est vraiment juste de hiérarchiser ce qui nous apparaît comme étant un indicateur, je dirais, d'exceptionnalité, voilà, comme étant un indicateur de désirabilité, voilà, de désirabilité. Je me dis aujourd'hui que, je ne sais pas, moi, un bonhomme qui vous invite sur son yacht, mais comment ne pas juste éclater de rire, en fait, juste éclater de rire, voilà. Et ça, je pense que c'est important, parce que là, je prends des exemples caricaturaux avec des gens ultra riches qui n'existent pas dans notre quotidien. Mais au-delà de la caricature, ça vaut pour tout, quand on y réfléchit, en fait, ça. Ça vaut même pour les petits gestes. Ça vaut pour toutes ces activités de prédation qui étaient voilà, considérées comme désirables et qui ne tient qu'à nous, finalement, de considérer comme détestables. Et comme le regard de l'autre nous importe, là, je pense en fait que la prescription est performative, c'est-à-dire qu'elle engendre l'action. Très bien, merci beaucoup, très, très inspirant. Alors, il nous reste 2 questions à aborder, je pense qu'on aura le temps avant la fin. D'abord, une question qu'on va lire parce que Yumna apparemment n'est pas connectée. Donc, elle demande, dans les pays où le changement climatique et les catastrophes qui arrivent, comme les migrations et bien d'autres, ne sont pas du tout la priorité, ce qui donne lieu par exemple à des instabilités politiques, comment faire pour redonner sa place de priorité à cette question, donc la question climatique, malgré le fait qu'elle impactera à beaucoup plus long terme que tous les autres problèmes? Elle pense notamment aux pays du Moyen-Orient ou à d'autres pays en voie de développement en proie à des crises politiques. Oui. Oui, ça c'est un peu un cynisme quand même de la climatologie, que le fait que les pays les plus pollueurs ne sont généralement pas les plus impactés. C'est dommage. Voilà, on ne peut rien dire d'autre que ça. C'est dommage. Il y a 2 éléments dans la question. Il y a la responsabilité des pays riches, qui sont quand même globalement les pays à l'origine du problème. Hein. Bon, soyons bien clairs, intégrés sur 2 siècles, même sur 1 siècle d'ailleurs, ce sont les pays riches qui sont la cause du problème. Je ne comprends pas comment on pourrait ne pas intégrer les conséquences sur d'autres que soi, même si on sait bien que l'altruisme n'est pas la vertu principale du politique. Plus personne ne défend quand même aujourd'hui un colonialisme barbare dans lequel les habitants des pays du Sud seraient réifiés. Bon, c'est exactement pourtant ce que signifierait une indifférence aux conséquences climatiques de notre insouciance. Il y a une autre partie de la question qui est que faire dans ces pays-là. Et là, je vais être très clair. Se taire. Voilà, se taire, pour ce qui nous concerne. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce que vous disiez vous-même, hein, mais j'ai entendu d'autres personnes dire le vrai problème, c'est comment aller expliquer aux Africains ce qu'ils doivent faire. Non, mais attendez, soyons sérieux quand même. Vous parlez du Moyen-Orient, je recentre un instant sur l'Afrique. Ce sont les seuls qui n'y sont pour rien, les Africains, à la situation climatique et écologique actuelle. Ce sont pratiquement les seuls qui n'y sont littéralement pour rien. Et certaines personnes en Occident en sont à se demander comment va-t-on leur expliquer ce qu'ils doivent faire. Non, mais c'est une blague, c'est une blague. Je veux dire, ce sont les seuls à n'être pas coupables. Non, je crois qu'il faut inverser, moi, le rapport de paternalisme. Ce qui serait intéressant aujourd'hui, c'est d'apprendre de l'Afrique. Pas d'expliquer à l'Afrique ce qu'il faut faire, d'apprendre de l'Afrique. Merde, à ce stade, ce sont quand même eux qui n'ont pas foutu le bordel. C'est pas nous. Et donc, la relation intéressante, vous savez, Sonny Laboutancy, le grand poète africain, disait que l'Afrique est une terre de scandale. Ben voilà, renouons avec cette terre de scandale et apprenons de ces autres architectures sociales ce que nous n'avons pas compris. Alors, je sais très bien qu'il y a des dictatures infâmes en Afrique avec des fous qui sont au pouvoir. On le sait tous, ça. Ben, ce n'est pas de cela dont on va apprendre. Voilà, on est bien d'accord. Bon, mais ce n'est pas parce qu'il y a des échecs là-bas aussi, et Dieu sait qu'il y en a, qu'il faut se surfocaliser sur cela même. Il y a aussi un rapport au monde qui est extrêmement intéressant parce qu'il est différent du nôtre et que précisément le nôtre est un échec. Donc, il faut regarder ailleurs. Alors, au Moyen-Orient, c'est un peu la même chose. Évidemment qu'il y a des pays riches du Moyen-Orient qui sont dévastateurs en termes écologiques. Je crois
que c'est un pays du Moyen-Orient aujourd'hui où les émissions de gaz à effet de serre par habitant sont les plus élevées. Il y a aussi des pays pauvres au Moyen-Orient qui, au contraire, en font les frais. Écoutez, balayons devant notre porte. D'accord ? L'Europe, les États-Unis et la Chine sont les grosses verrues du monde du point de vue écologique. Moi, je ne vais pas me demander ce qui doit se passer au Qatar aujourd'hui. Je trouve que c'est inadapté. Très bien, merci. Et enfin, la dernière question de MB qui s'est déconnecté entre-temps, donc je vais également la lire. Cette personne demande, nous sommes d'accord sur le principe, enfin, dit, nous sommes d'accord sur le principe, mais pensez-vous que l'ensemble de la société puisse basculer sans effondrement? On est souvent, en tant que convaincu de la chose, face à un désespoir de l'inaudibilité de ce message pour une majorité de personnes. Oui, mais le problème, c'est que précisément, le basculement, c'est le remède à l'effondrement. Donc, de toute façon, l'évolution drastique aura lieu. Une fois de plus, c'est physique. Comme vous le savez aussi bien que moi, une augmentation exponentielle dans un monde à ressources finies, ça s'appelle une instabilité. Et une instabilité, ça ne dure pas longtemps. Donc, nous sommes dans un régime d'instabilité. Donc, de toute façon, il va se passer quelque chose. Ça, c'est certain. La question, c'est est-ce qu'on l'anticipe ou est-ce qu'on le subit de plein fouet? Si la remarque de votre collègue, c'est effectivement de dire que ça va être difficile, oui, je sais, et je suis d'accord avec ça. Je n'ai pas beaucoup d'espoir. Je ne suis pas du tout d'accord, par exemple, avec ceux qui nous disent aujourd'hui que les jeunes vont tout résoudre. Je trouve que c'est assez lâche de déporter le problème sur les jeunes. Et puis, de toute façon, il y a autant de jeunes cons que de vieux cons. La tranche où il y a le plus de climato-sceptiques, c'est les 18-23 ans. Donc, non, je ne crois pas du tout que les jeunes vont sauver le monde. Je crois qu'il y a un travail d'effort collectif à entreprendre. Et puis, de temps en temps, comme ça, il y a des épiphanies de sens. Voilà, ça arrive. De temps en temps, vous dites quand même, c'est un truc, ça, auquel je n'aurais pas pensé. Vous vous rendez compte qu'il y a des croisements culturels de sphères intellectuelles qui, jusqu'à maintenant, étaient tout à fait disjointes, qui d'un seul coup font communauté de destin pendant quelques temps parce que des accointances naissent. Vous vous rendez compte qu'il y a des solidarités complètement imprévues qui se mettent en place. Et donc, oui, il y a des épiphanies de sens. Le problème de l'effondrement, en fait, c'est qu'il sera différentiel et que vraisemblablement, les structures de solidarité céderont avant les implémentations répressives, en réalité. Donc, ce n'est pas tellement l'effondrement en tant que tel qui est le problème, c'est la manière dont il aura lieu. Écoutez, pour conclure, moi, je dirais qu'en ce qui vous concerne, c'est quand même à la fois un moment déprimant, parce qu'on parle de choses graves, et c'est à la fois un moment excitant, parce que vos prédécesseurs n'avaient qu'à gérer les affaires courantes et faire de petites inventions à la marge pour que tout se passe bien. Vous avez la responsabilité d'une révolution, au meilleur sens du terme, c'est-à-dire pas en coupant des pertes, mais en redéfinissant la structure du réel. C'est quand même extraordinaire finalement. Vous ne pouvez pas échouer, vous n'avez pas le choix. Donc de ce point de vue-là, ça a aussi quelque chose d'enivrant quand même. Vous êtes ceux qui doivent tout revoir, tout revoir. Bon, certes, c'est une grosse responsabilité, mais c'est aussi un peu un rêve d'enfant que vous allez pouvoir tenter de réaliser. Et de ce point de vue-là, c'est plutôt joli quand même. Très bien. Et bon, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir répondu à nos questions patiemment et gentiment. Merci à tous les spectateurs qui sont venus et qui sont restés, parce qu'il y en a peu qui sont partis. Et je crois que ça a plu, parce qu'on a rarement eu autant de spectateurs à ce stade-là des entretiens. Donc, merci à eux. Vous avez dû être intéressants. Et puis, on vous remercie. On vous souhaite une bonne soirée. Et puis, merci. Vous aussi. Au revoir. Au revoir.